Alors, on a découvert des anomalies. Alors, on ne peut pas les interpréter, ces anomalies. Par exemple, les Dogons du Mali qui décrivent Sirius B avec poids, masse, etc., etc. Donc, dans leur mythe. Alors, il y a des articles innombrables sur d'où vient ce savoir, comment ont-ils fait pour savoir que Sirius B avait tel type de caractéristiques, etc., etc. C'est une étoile, très éloignée, plusieurs années-lumière, hein, je ne sais plus combien, quoi, à peu près, mais bon, peut-être 4, 6, 10, enfin très loin, quoi, pas accessible par nous. Hein. De toute manière, aucune étoile n'est accessible par nous. On arrive à peine à aller sur Mars en 6 mois, donc je ne vous explique pas 10 années-lumière ce que ça peut donner comme durée de voyage, avec nos technologies actuelles, bien sûr. Alors évidemment, petit aparté, la théorie des dimensions de la physique quantique nous amène à parler des trous de verre. Les trous de verre sont des raccourcis dans l'espace-temps par la courbure de l'espace, démontrés bien sûr, mais maintenant on aimerait utiliser ces trous de verre pour voyager plus vite. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait faire un saut de plusieurs années-lumière en un instant. Voilà, donc on a des théories comme ça. Donc du coup, on n'a pas du tout la technologie pour le faire, ça c'est clair, on en est très très loin. Hein. Mais ça fait que beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens s'imaginent que très très vite, bientôt, on va pouvoir voyager dans la galaxie comme avec un vaisseau spatial à la Star Trek. Okay. C'est-à-dire, on va faire 150 années-lumière en 3 minutes. Bon, oui, c'est possible sur le papier, mais technologiquement, on ne sait pas. Voilà. Alors, le chaman, lui, il va vous dire « Ouais, mais moi, je fais le tour de la galaxie en prenant de l'ayahuasca. » Bon, alors voilà. Alors, évidemment, ça fait rêver aussi. Du coup, beaucoup se disent « Ouais, mais on n'a pas besoin de vaisseaux spatiaux, puisqu'on peut le faire avec notre mental. » Bon, fin de l'aparté. Donc, où j'en étais, là? Oui, Sirius B, donc les Dogons du Mali, voilà. Donc une anomalie, ok. Impossible à savoir comment ils ont fait pour avoir cette information. Du coup, on a aussi un type de littérature qui dit, ben oui, c'est la transe. Okay. Ils ont eu contact avec des esprits qui leur ont raconté ça. Voilà, donc on en est là en fait. Hein. On a un mystère, l'anthropologie est muette, parce qu'elle ne peut rien dire de ça, elle ne sait pas. Hein. Dans la façon dont on travaille, on n'a absolument aucun moyen d'expliquer ce genre de phénomène. On peut juste dire que oui, apparemment, les Dogons ont un savoir de ce genre. Bon, ils en ont d'autres, des savoirs. Leur vision du monde et leur représentation sont extrêmement compliquées. La cosmogonie qu'ils ont, etc., tout ça, c'est complexe. Et on a donc constaté au fur et à mesure du temps, en approfondissant donc les recherches et en faisant du terrain, que beaucoup d'ethnies avaient une cosmogonie, une représentation du monde compliquée, complexe, très structurée, avec des choses assez étonnantes. Hein. Comment c'est possible ? Moi, je pense qu'avec le temps, avec les centaines, voire les milliers d'années de pratique de la transe, finalement, on finit par développer une vision du monde. Et ce qui est important, et ce qu'il faut bien comprendre dans ces ethnies, dans cette façon de fonctionner, c'est donc le chamanisme, toutes ces peuplades qui sont basées sur le chamanisme, elles sont basées sur l'idée qu'il faut survivre dans un monde hostile. Donc il faut trouver des techniques pour pouvoir assurer au jour le jour la nourriture et la survie du groupe. Donc il y a des techniques et des rituels qui ont été mis en place qui sont extrêmement lourds, pénibles parfois, mais qui sont le carcan indispensable pour que tout fonctionne bien et qu'on puisse durer sur le long temps. Donc l'idée d'un temps cyclique qui se renouvelle tout le temps. Donc ça veut dire que régulièrement il faut faire un rite qui va réactualiser le mythe de la création et le mythe d'origine de l'ethnie pour perpétuer le savoir et perpétuer donc les règles de base de la survie de l'ethnie. Donc c'est quelque chose de répétitif. Et si on sort de ça, eh bien on meurt. Bon, voilà pourquoi ça fonctionne comme ça, et ça va fonctionner comme ça dans toutes les ethnies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez en Australie, par exemple, et que vous allez rencontrer des aborigènes, et qui vous expliquent comment ils ont fait pour survivre dans le désert, et comment ils ont fait,
c'est incroyable, quoi. Ils ont une cartographie du territoire avec les points d'eau précis, et ils savent, parce qu'il y a une sécheresse terrible là-bas, hein. Et cette connaissance est implémentée dans l'esprit, hein, dans leur cerveau, dans leur mémoire, et ils ont créé des rites pour pouvoir se remémorer ces chemins, hein, et ça donne des cartes. Et ces cartes leur permettent en fait de migrer, de trouver donc les points pour trouver de l'eau et trouver de la nourriture. Voilà, donc c'est en fait des systèmes de survie. Alors ensuite se greffe toute une histoire d'esprit dessus, qui est importante parce que il faut qu'il y ait quelque part la peur de ne pas bien faire, pour éviter justement qu'on oublie ou qu'on ne fasse pas les rituels. Si vous avez une contrainte qui vous force à le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez y passer, à ce moment-là, vous le faites. Et donc ce système, donc, qui s'autogénère et s'auto-perpétue, fonctionne pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et nous, en Occident, on a cassé tout ça, et on a envoyé ces peuples dans l'acculturation parce qu'on a changé de système. On a un système différent, qui ne fonctionne plus du tout sur la réactualisation d'un mythe, mais qui fonctionne sur le progrès perpétuel, hein, c'est-à-dire on avance, on avance, on avance, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a derrière, et puis on épuise les ressources de la planète parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont limitées, enfin on commence à s'en rendre compte maintenant, et puis justement c'est ce genre de discours que les peuples traditionnels n'ont pas, hein, c'est-à-dire qu'eux disent il faut faire attention parce que si on détruit l'environnement, c'est dangereux. Dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque quand on leur donne une hache en métal, on a vu, ils ont commencé à déforester tout de suite. Quand vous leur avez donné une tronçonneuse, ben, les forêts ont disparu très vite, etc., etc. Donc on a plein d'exemples qui montrent que quand on apporte une évolution technologique, ben, le système traditionnel est mis en danger. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte, quoi, hein, donc de ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Et tout simplement pour vous expliquer qu'en fait, ce qui est au cœur de tous ces peuplades, c'est la transe. C'est le point central de toute leur culture. S'il n'y a pas la transe, leur société ne tient pas la route. Tout simplement. Et nous n'avons plus la transe et nous avons trouvé un autre système de fonctionnement. Et comme nous avons perdu cette faculté de rentrer en transe dans nos modes de vie, eh bien, nous sommes déconnectés. Et en plus de ça, donc, le siècle des Lumières, Descartes, le positivisme fait que finalement, dans les pays occidentaux, c'est le matérialisme qui a surgi, qui est tout à fait légitime, bien sûr, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la nature, ça, c'est pas un problème, au contraire. Mais du coup, on a dédaigné le psychisme. Okay, on a relégué le dysfonctionnement psychique aux maladies mentales, et on ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'il y avait un mode de fonctionnement du psychisme qui n'était pas pathologique, mais qui était riche. Hein. Et ce fonctionnement-là, eh bien, il a été en quelque sorte soutenu par les artistes, hein, les créateurs, hein, qui ont donc créé donc, la musique, la peinture, la littérature, donc des gens qui voyagent avec leur esprit, mais de manière désordonnée, pas dans une structure rituelle ni une structure traditionnelle, comme on peut l'entendre en anthropologie, c'est-à-dire un peuple qui perpétue de génération en génération une certaine façon de vivre. Voilà. Alors bon, évidemment, l'anthropologie, au fur et à mesure du temps, bon, a fini par déclasser, enfin, à éloigner l'idée que le chaman était un malade mental, et a commencé à se rendre compte qu'en fait c'était un gardien d'un savoir, et on a commencé à étudier donc, le chamanisme de plus en plus près, et donc certains se sont intéressés aux états de conscience modifiés, je vous en prie, mais pas la majorité. Donc il y a des anthropologues de tout type. Il y en a qui s'intéressent juste au matériel, c'est-à-dire eh bien, la parenté, la linguistique, l'habitat, les relations sociales, la mort,
en tant que rituel, comment on traite les morts, etc. L'habillement, la musique, donc l'ethnomusicologie, etc., sans se rendre compte qu'en fait, eh bien, ce qui est au cœur de la culture, c'est la transe. Okay, donc on sépare donc les éléments, et puis on n'en fait pas un élément global où le monde des esprits fait partie complètement de la structure. Or, bon, à force de morceler, on en perd un peu la vision globale, et ça, c'est un peu dommageable. Mais ça, c'est le travers occidental de tout morceler en petits bouts. Hein. Et après, on se rend plus compte quoi, que les choses sont liées. Alors, certains y reviennent, hein, essayent de faire de la transdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Ça marche pas toujours très bien en université, hein, donc on aime bien le mot, mais dans les faits, les différentes disciplines ont du mal à accorder leur discours parce que leur vocabulaire et leur définition des mots et des concepts sont différents. Donc il y a un sacré travail d'harmonisation à faire, et puis il n'y a pas que ça, il y a l'histoire d'école, de pensée, etc. Donc finalement on en est quand même assez loin. Alors faire parfois un pont entre la physique quantique et l'anthropologie, ou la psychologie, ou toute autre discipline, c'est carrément un travail d'équilibriste, quoi, parce que ce sont des disciplines qui n'ont absolument aucune définition en commun. Rien du tout, quoi. Donc c'est que des interprétations. Mais par contre, c'est passionnant de jouer avec ces concepts. Alors la psychanalyse, le structuralisme, donc ont pris corps dans l'anthropologie, ont donc modifié pas mal la façon dont on concevait donc, les choses. Bon, il y a eu pas mal de travaux intéressants, donc Claude Lévi-Strauss, etc. Mais bon, on en revient. Et puis, on a des mouvements, donc, avec ces ethnologues-là qui, ensuite, eux, ont décidé, contrairement à ceux qui font juste de l'observation, de faire de l'observation participante, c'est-à-dire de participer à la culture. Ça veut dire, quand même, de mettre de côté sa vision du monde occidental, ce qui est très difficile à faire, parce qu'on a quand même... pas mal de références, de façons de vivre qui nous ont été inculquées depuis l'enfance. Et donc, mettre de côté donc, tout ce bagage pour commencer à s'infiltrer et puis ensuite à se mettre dans une autre culture, donc à abandonner sa façon de voir les choses, c'est extrêmement difficile. Donc ça demande un travail sur soi qui parfois est perturbant, et qui amène à beaucoup de questionnements sur soi, sur sa culture, etc. Donc, mais la rupture se fait en général après une initiation. Hein. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut négocier avec le peuple traditionnel. Il faut montrer qu'en fait, on n'est pas hostile. Parce que, bon, surtout en Amérique du Nord, avec les guerres indiennes, on a envoyé pas mal d'anthropologues espions qui ont trahi les Indiens, les Amérindiens. Et donc, moi, quand j'ai rencontré un chaman Sioux, il y a quelques années, il nous avait expliqué que si vous êtes anthropologue et que vous venez chez nous, il ne faut pas dire que vous êtes anthropologue, parce que sinon, ça va mal se passer. Il faut dire que vous êtes historien, que vous venez étudier l'histoire des Amérindiens, et là, ça se passera mieux. Voilà. Alors, évidemment, on a eu aussi des épisodes qui peuvent être... perçus aujourd'hui comme étant amusants, mais qui en fait ont été dramatiques. Hein. C'est l'expérience de Jolin. Je ne sais pas si Eric Lavé vous en a parlé de Jolin, parce que si. Qui était dans une réserve amérindienne et qui a pris des photos. Alors là, c'est interdit de prendre des photos pendant les rituels. Et donc il a fait ça, et il le savait bien qu'il ne fallait pas le faire, et donc ça a créé des problèmes. Alors avec les Amérindiens, les problèmes, c'est jamais marrant. Hein. Les Sioux, c'est pas des gens très... Ils peuvent être très durs. D'ailleurs, quand vous voyez leur rituel, ça peut vous faire froid dans le dos, hein, puisque s'enfoncer des crochets dans le dos et s'accrocher à des poteaux et regarder le soleil pendant des heures... ça paraît pour nous de la torture. Mais pour eux, c'est de la transe. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Donc,
Donc il y a des règles. Donc pour se faire accepter, il faut respecter les règles de ces populations, et puis établir un lien de confiance, et puis ensuite accepter d'être initié, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, vous changez votre état d'homme occidental pour devenir un Jivaro, par exemple, ou un Sioux. Okay, et ça veut dire qu'après, eh bien, vous serez en quelque sorte un être hybride, puisque vous aurez eu deux visions du monde différentes en vous. Alors bon, c'est pour ça que je parlais d'ethnologues maudits au début, c'est que ce qui se passe en fait dans la réalité, chez la majorité de ces anthropologues qui font ça, c'est qu'ils changent de leur façon de voir le monde. Ils le voient avec d'autres yeux parce qu'ils ont été initiés et ils ont absorbé pour la plupart des substances hallucinogènes qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas... elles peuvent être dangereuses, hein, bien sûr, mais elles ont un impact psychologique énorme. Ce qui vous arrive quand vous faites ça, ça vous transforme complètement, ça vous éjecte dans un autre univers, et quand vous revenez de là, vous êtes complètement bouleversé. Hein, vous mettez des semaines à ingurgiter, à assimiler ce qui vous est arrivé, et puis vous commencez à entrer dans quelque chose de totalement étranger. Alors ça, c'est un peu une révolution psychique en quelque sorte. Hein. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la curiosité l'emporte et vous voulez en savoir plus. Donc vous continuez. Et petit à petit, vous changez. Vous êtes quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes plus. Vous êtes enrichi. Et c'est pour ça que ces anthropologues ont un autre discours. Hein. Ils commencent à avoir un discours qui n'est plus vraiment scientifique. Ils l'expliquent très bien. Mais ils disent qu'il y a plus dans l'univers et dans le monde que ce qu'on pensait et qu'il faut voir les choses autrement. Évidemment, la plupart des collègues qui n'ont jamais mis les pieds sur ce terrain-là ou qui n'ont jamais osé ou voulu faire cette expérience ou ces expériences, eh bien, rejettent ces discours qui sont des discours, pour eux, déviants. Okay. Et donc, en général, ça finit pas très bien. L'anthropologue est rejeté de la communauté scientifique. Et on a donc des critiques violentes, acerbes, qui descendent en flèche. Et il n'y a rien de pire que ça. Alors, c'est une censure. Hein, ça, il faut le savoir. C'est qu'il y a des règles dans la communauté scientifique qui sont aussi rigides que celles des peuples traditionnels. Hein, des lois, on peut dire des lois, qui font qu'on doit... toujours suivre la ligne officielle du dogme scientifique. Je dis dogme exprès parce que c'est aussi des croyances. Ce sont des limitations qui sont vouées à des théories. Et c'est des théories qui sont défendues par un groupe. En général, ces groupes-là, ce sont les grands professeurs émérites, les doyens, ceux qui sont arrivés en haut de la hiérarchie, qui imposent certaines choses. Alors c'est rigide. Hein. C'est rigide parce que ça empêche en fait d'explorer certaines voies. Et la recherche scientifique avance comme ça. Et c'est intéressant parce qu'un jour, Rémi Chauvin, biologiste de son état, s'intéressait beaucoup à la parapsychologie. Il ne l'a pas fait tant qu'il était... il n'a pas eu beaucoup de discours là-dessus tant qu'il était en poste, mais après, quand il était à la retraite, il ne se cachait pas. Hein. Et un jour, je l'ai vu à une émission de télévision où il disait « Les choses changent quand les vieux birbes crèvent ». Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une génération de chercheurs disparaît, la nouvelle génération arrive avec des idées un peu neuves, différentes, et font avancer les choses. Et c'est à chaque fois comme ça. Oui ? C'est aussi peut-être le protocole méthodologique qui est enfermant, parce que ça fonctionne que par la publication écrite, en fait. Donc ça met aussi beaucoup de temps si j'ai bien compris. Ça met aussi beaucoup de temps à avancer, parce qu'il faut aussi pouvoir le publier, quoi. Oui, mais tout ça, ça fait partie du système. Hein. C'est un système où vous avez les pairs qui décident de ce que vous pouvez publier ou pas. Donc il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit qu'une phrase ne plaise pas à quelqu'un pour que l'article soit rejeté.
Et donc, en fait, on se fait une autocensure. On évite de parler de certaines choses. C'est pour ça que vous ne pouvez pas parler dans des articles de sociologie ou d'anthropologie facilement d'extraterrestres, d'ovnis. Parce que ça, c'est le tabou absolu. Alors, et savoir pourquoi c'est le tabou absolu, ça, c'est pas la question. Mais il est un fait que... Alors que bon, en anthropologie, en fait, normalement, aucun sujet ne doit être... puisque bon, on fait de l'observation sur des groupes qui ont des croyances, ok ? Alors, si on a des groupes ufologiques qui croient à une vie extraterrestre et qui pensent qu'elle est là, c'est un sujet d'étude. On peut le faire, mais c'est quand même mal vu dans la discipline. Alors, il y a eu comme ça des difficultés à parler des maisons hantées et ce genre de choses, justement à cause de cette autocensure. Hein. Donc, il y a des sujets qui sont OK. Alors, évidemment, aujourd'hui, donc, la génération a changé en anthropologie, il y a des plus jeunes. Et puis il y a les étudiants d'aujourd'hui qui s'intéressent à plus de choses, donc les sujets de mémoire sont plus variés. Donc on sort de plus en plus du champ traditionnel de l'anthropologie parce que aussi, l'accès au peuple traditionnel est plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y en a de moins en moins, que le sujet d'étude de l'anthropologie est en train de disparaître à cause de l'acculturation et de la mondialisation, et que donc d'ici... quelques années, je parle en peu de décennies, il y aura plus, il y a déjà plus de peuples traditionnels purs. On en découvre encore quelques-uns, mais on les garde parqués à distance sans possibilité d'aller les étudier, pour pas justement les perturber ou les acculturer. Et donc de ce fait, on peut déjà dire que il n'y a plus vraiment de sujets d'étude pour l'anthropologie traditionnelle. Donc on est obligé de faire d'autres types de recherches. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités et que bon, le savoir direct, l'accès donc aux données brutes de terrain va être de plus en plus difficile. Et donc il va falloir travailler en fait sur ce que les anthropologues des générations précédentes ont accumulé pour pouvoir accéder à du matériel de bonne qualité. Le problème, c'est que, vu la façon dont on récoltait les données à une certaine époque, on a occulté beaucoup de choses, ce qui va être donc difficile à récupérer comme information. Oui ? Je nie pas les processus d'acculturation ou autres, mais quand vous parlez de culture pure, ça donne l'impression qu'il y a eu des peuples traditionnels dont la culture était statique et n'a pas évolué. Or, il me semble que toutes les traditions, toutes les cultures, tous les groupes ont continuellement évolué, peut-être pas de la même manière qu'aujourd'hui, peut-être pas au même rythme qu'aujourd'hui, peut-être pas avec cette espèce de tendance à l'uniformisation, mais le terme culture pure, pour moi, me fait un peu... c'est un peu étrange d'entendre ce terme-là, disons. Non, mais quand je parle de culture pure, je parle de culture qui n'a pas été contaminée par le matérialisme occidental, okay, qui est donc spécifique. Il est évident que depuis l'aube de l'humanité, il y a eu beaucoup de contacts entre les différents groupes et qu'il y a eu beaucoup d'échanges interculturels, intergroupes, interethniques pendant tous ces millénaires. D'ailleurs, plus on fait de recherche, plus on se rend compte qu'en fait, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits dans le passé. On trouve dans la préhistoire des éléments du Nord au Moyen-Orient et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des contacts alors qu'il n'y avait pas beaucoup de population. Donc, par exemple, si on fait du chamanisme à l'universel, on pourrait dire finalement il n'y a pas eu de culture à un moment qui n'a été contaminée par une vision chamanique. Oui, mais le chamanisme est inhérent à la culture humaine. C'est un invariant. On peut dire ça, moi je dirais ça, ouais. Moi je dirais qu'en fait, ça fait vraiment partie de nous. Okay, c'est pas étonnant que ça ressurgit tout le temps. D'ailleurs, ce qui est intéressant à observer, c'est que dans nos cultures matérialistes occidentales, des phénomènes d'état de conscience modifié émergent sans arrêt. Parce que le cerveau humain, il est fait pour les vivre. Tout simplement, on est si on pourrait dire, encodé ou précablé pour faire ça. Parce que ça a toujours été.
Donc j'ai l'impression que le chamanisme est souvent une espèce de catégorie macrodilatée dans laquelle on met plein de termes différents qui a tout plein d'éléments culturels différents, de pratiques, des états modifiés de conscience ou des états dissociés de conscience qui sont différents et qu'on veut faire rentrer tant bien que mal dans cette catégorie de chamanisme pour donner l'impression, pour avoir l'impression qu'il y a une espèce de phénomène universel. Non, ce qui est universel, c'est le fait que le cerveau humain change d'état de conscience. Ah, c'est ça, bien Ok, sûr. ça c'est donc l'invariant. Maintenant, ce qui colore l'expérience est culturel. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on va retrouver des tas de types de chamanisme différents. En fait, si vous changez de culture, vous avez donc des expériences différentes, des mythes différents, etc. Vous allez retrouver quand même des fils conducteurs. Okay, c'est pour ça qu'on peut trouver, par exemple, sur la planète des similitudes. Mais il faut quand même voir qu'au départ, l'humanité apparemment est sortie à certains points sur la planète et ensuite s'est disséminée. Et avec la dissémination, il y a toujours des évolutions, puisque les langues évoluent, elles se modifient de génération en génération. L'éloignement entre les groupes fait qu'il y a des divergences de langage. Et ces divergences-là donnent aussi des divergences dans la représentation du monde, donc dans les mythes et l'expérience qu'il y a dans les états de conscience modifiés. D'où le fait que vous avez autant de différences culturelles. Oui ? Est-ce que pour vous, cette capacité de changer d'état de conscience qui serait propre à l'espèce humaine peut être liée à ce qu'on appelle aussi la capacité d'individuation ? Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre... On pourrait dire ça. On pourrait dire ça parce que vous vous référez bien à la théorie de Carl Gustav Jung. Ouais. Donc là, il s'agit de grands rêves, d'un processus d'individuation dans la façon dont Carl Gustav Jung considère les choses. Donc à un moment ou à un donné, à un moment ou à un autre dans la vie d'un individu, il y a des événements qui se passent. Ce sont des grands rêves ou des expériences un peu état de conscience modifié, qui sont importants et qui changent la personne, qui font un bouleversement psychique. Et donc c'est une sorte d'évolution interne, on peut dire. C'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Alors c'est spontané en fait. Alors que dans une culture qui inclut donc dans sa pratique les états de conscience modifiés, ce processus donc est pris dans la trame culturelle, dans la vie du groupe. Donc c'est différent. Nous, on est dans une culture où on ne met pas en avant les états de conscience modifiés, donc ils se manifestent de manière spontanée. Alors soit ils sont compris et intégrés, soit ils ne sont pas vraiment compris parce que passés inaperçus, mais ils arrivent quand même, soit ils provoquent des perturbations. Et des gens pensent qu'ils sont sujets à des maladies mentales. Voilà. Et donc certains finissent à l'asile parce qu'ils ont des graves crises et de panique dues à des phénomènes qui parfois sont simples. Bon, j'y reviendrai avec la paralysie du sommeil sur cette question-là, parce que cette expérience est quand même, peut être très troublante. Voilà, donc ça c'est donc... alors l'idée, donc pour revenir à votre question sur les différences culturelles du chamanisme, eh ben oui, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, au départ, le chamanisme, c'est la Mongolie, principalement. Mais comme on a observé des pratiques similaires et puis des expériences qui se rapprochent de ce qu'on a vu en Asie, on a petit à petit étendu l'ère du chamanisme et puis on a un peu nivelé les différences pour en faire un concept plus large. Ensuite, on a eu deux ères, le chamanisme et la possession. Donc Afrique, possession, chamanisme là-bas. Asie, Amérique, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, on se rend compte que dans le chamanisme, il y a des passages de possession, et dans la possession, il y a des expériences chamaniques.
Donc du coup, aujourd'hui, bon, on est plus... c'est plus difficile de trancher. Et donc les définitions du chamanisme et de la possession évoluent, changent. Et puis comme on n'a pas trouvé de termes plus adaptés, eh bien on a gardé cela. Et ils ont pour certains une certaine connotation. La possession, par exemple, si vous en parlez hors d'un contexte anthropologique, c'est une possession démoniaque et c'est catholique. Et puis, c'est l'émergence de Satan ou d'un démon ou de plein de démons dans une pauvre victime. Et il faut faire un exorcisme. Voilà. C'est la possession occidentale. Okay. Mais la possession en Afrique, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on a donc différentes définitions de la possession, différentes définitions du chamanisme. Et c'est vrai que quand vous entendez... alors, ce mot chamanisme a été mis à toutes les sauces. Et dans la littérature, vous avez du New Age avec le chamanisme à toutes les sauces, et avec des choses complètement incroyables, alors qu'en anthropologie, vous avez une discussion, parfois un peu musclée, sur les termes, très précis. Hein, et sur des discussions, oui, mais bon, moi je ne suis pas d'accord, parce que c'est cette ère-là qui est concernée, celle-là, c'est pas la même chose, c'est pas la même culture, donc on ne peut pas parler de chamanisme, mais si, parce que finalement... ces traits-là et ces traits-là sont communs, donc il faut élargir la définition, etc. Vous avez une discussion comme ça qui dure et qui n'est pas finie. Là aussi, il y a une constante évolution. Et en même temps, vous avez une meilleure connaissance des phénomènes d'état de conscience modifiés, et qui vont moduler, eux aussi, donc la compréhension des choses. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que les chamans eux-mêmes parlent. Avant, on les observait, on les interviewait, on interprétait ce qu'ils disaient. Maintenant, ils disent. Et ils disent, ben non, vous vous trompez. C'est pas comme ça. Donc du coup, ça complexifie encore la discussion. D'autant plus que les anthropologues se rattachent chacun à une théorie qui définit leur champ de recherche. Et donc ils vont interpréter chaque événement, donc le chamanisme ici en l'occurrence, avec leurs propres références et leur propre façon de voir, donc leur cadre théorique. Donc ils vont filtrer l'information, donc ils auront des conclusions différentes de l'autre anthropologue qui aura un autre cadre théorique. Donc vous avez des discussions sans fin, et c'est ça la science en fait. Et donc ça avance petit à petit à cause de ça. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir tout compris et on continue à faire des recherches et on trouvera peut-être ou jamais. Voilà. Ça répond à votre question ?